En 2001, le monde occidental a été bouleversé par les attentats terroristes du 11 septembre à New York, qui ont entraîné la mort de près de 3000 personnes, l'effondrement des tours jumelles, et ont conduit le gouvernement américain à lancer son programme de guerre mondiale contre le terrorisme, attaquant à la fois Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan. Nous connaissons tous les tragiques événements du 11 septembre, mais moins les noms et visages qui y sont liés. Mohamed Atta, un Égyptien de 33 ans, a été décrit par les médias comme le cerveau de l'attentat et était le pilote du vol 11 d'American Airlines. Né dans une famille aisée de la classe moyenne et entouré de membres de sa famille qui ont réussi, notamment des avocats et des médecins, il a sombré dans l'extrémisme religieux après son arrivée en Allemagne pour ses études de 3e cycle et a finalement été recruté par Al-Qaïda. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons le cas de Mohamed Atta, le cerveau d'Al-Qaïda, lors du 11 septembre. Mohamed Atta est né le 1er septembre 1968 à Kafr el-Sheikh, un gouvernorat d'Égypte situé dans la région du delta du Nil. Il était leur unique fils. Il avait 2 sœurs aînées qui étaient en toutes 2 très instruites, ambitieuses et réussissaient dans la vie. L'une de ses sœurs s'est formée comme médecin, tandis que l'autre est devenue professeure de zoologie. Le père d'Atta, Mohamed Al-Amir Atta, était avocat spécialisé en droit civil et islamique, tandis que sa mère, Boutania Mohammad Mustafa Chiraki, venait d'une famille aisée d'agriculteurs et commerçants. Elle était très instruite et avait épousé le père d'Atta alors qu'elle n'avait que 14 ans dans le cadre d'un mariage arrangé entre les 2 familles. D'après tous les témoignages, la famille Atta était plutôt repliée sur elle-même et isolée. Ils avaient un peu de famille élargie du côté de Muhammad Senior et communiquaient rarement avec les proches de Boutani. Les beaux-parents trouvaient Muhammad Senior austère et réservé, tandis que les voisins jugèrent la famille recluse. Enfant, le père d'Atta se souvenait qu'il aimait jouer aux échecs et qu'il n'a jamais pris goût aux jeux vidéo. Lorsqu'il avait 10 ans, la famille a déménagé au Caire, la capitale de l'Égypte, s'installant dans le quartier d'Abdin, près du centre-ville. Ajoutant à la nature repliée de la famille, Mohamed père interdisait à son fils de fréquenter les enfants du quartier, laissant le jeune garçon avec beaucoup de temps libre, qu'il utilisait pour étudier. Il a vite dépassé ses camarades et est devenu un élève modèle. Mais ils étaient peu impressionnés par son intelligence et le voyaient comme un solitaire à cause des règles strictes de son père sur les fréquentations. En 1985, il s'est inscrit à un programme d'ingénierie à l'université du Caire. Sans surprise, il a excellé dans ses études et faisait partie des étudiants ayant obtenu les meilleures notes de sa promotion. Lors de sa dernière année, il a été admis dans un programme exclusif d'architecture et en 1990, il a obtenu son diplôme en architecture. Il a ensuite rejoint le syndicat des ingénieurs qui serait lié à l'organisation islamiste sunnite des Frères musulmans et a travaillé pendant plusieurs mois au centre de développement urbain du Caire. En 1990, sa famille a déménagé à Gizeh. Ceux qui connaissaient Tata ont remarqué qu'il ressentait une grande pression pour réussir académiquement et maintenir son rang sur l'échelle sociale, ce qui est devenu d'autant plus préoccupant pour lui lorsqu'il n'a pas obtenu suffisamment de bonnes notes pour accéder aux études de 3e cycle. Ahmed Khalifa a noté que son ami était frustré de ne pas pouvoir réaliser ses ambitions académiques en Égypte et pensait que le favoritisme politique dans le pays l'empêchait d'obtenir les meilleures places. Atta n'a jamais été vu comme particulièrement politique jeune. Comme il était difficile d'éviter les discussions sur la politique et la religion en Égypte,
Ses camarades se rappelaient qu'il répondait souvent de façon banale quand on lui demandait son avis. Personne ne se souvenait l'avoir vu prier, et plusieurs personnes qui ont discuté avec lui ont remarqué qu'il avait une opinion tranchée lorsque le sujet des terroristes islamistes était abordé. Il les traitait d'irresponsables sans cervelle. Plus tard, après le 11 septembre, beaucoup de ses anciens camarades de classe ont eu du mal à concilier l'image de Mohamed Atta qu'ils connaissaient avec celle de l'homme qui avait perpétré les attentats suicides, ce jour-là en 2001. Ahmed Khalifa, devenu proche de Mohamed Atta à l'université du Caire, a confié au magazine Time « Je ne pourrais jamais l'imaginer menaçant ou tuant des gens dans un avion. Il serait mort de peur. Ce n'était pas un meneur, il avait son avis mais restait modeste. Ses émotions étaient stables et il n'était pas facilement influencé ou manipulé. Muhammad était apprécié car il n'offensait ni ne dérangeait personne. » Un autre ancien camarade de classe a ajouté « Il était bon jusqu'au fond de lui-même. » Un camarade, Khaled Katan, se souvenait que Atta était très sensible et s'emportait face à l'injustice. On dit qu'il ne supportait pas la mort, même tuer un insecte le bouleversait. Khaled a déclaré « Il était un peu pur. S'il pensait que j'avais mal agi ou parlé, il le disait publiquement. » Après la révélation qu'Atta ne pouvait pas accéder à des études de 3e cycle en Égypte, son père l'a encouragé à étudier à l'étranger, alors il a intégré un programme d'allemand à l'Institut Goethe du Caire. En 1992, son père a appris l'existence d'un couple allemand qui visitait la ville et qui dirigeait un programme d'échange. Après avoir parlé avec eux, ils ont invité Atta à poursuivre ses études en Allemagne. Ils ont même pu lui trouver une chambre à bord. Atta a accepté l'invitation et est arrivé en Allemagne en juillet 1992, plusieurs semaines après les préparatifs. En Allemagne, il a commencé à étudier l'urbanisme à l'Université technique de Hambourg et c'est là que les choses ont commencé à changer. Atta a d'abord vécu avec 2 professeurs de lycée, mais la cohabitation a vite échoué, les enseignants jugeant son esprit fermé et son introversion trop pénible. Durant son séjour à Hambourg, sa personnalité a radicalement changé. Il a commencé à suivre le régime islamique le plus strict, fréquenter la mosquée Al-Quds, qui adhérait à une version fondamentaliste et militante de l'islam sunnite, socialisait à peine et montrait souvent du mépris envers la fille du couple, qui était célibataire avec un enfant. Après 6 mois chez le couple, Atta a dû partir. Atta a pu se faire quelques amis pendant son séjour à l'Université technique de Hambourg, dont Volker Hort, qu'il avait rencontré en 1993. Les 2 voyageaient et étudiaient souvent ensemble. Hort dira plus tard qu'il appréciait Atta mais le trouvait un peu rigide. Il se souvient « Je connaissais Mohamed comme un gars en quête de justice. » Il se sentait offensé par cette mauvaise direction générale que prenait le monde. Après avoir quitté la maison qu'il partageait avec les 2 professeurs de lycée, Atta a emménagé dans une résidence universitaire et a partagé un logement avec 2 autres étudiants. Il y est se rester entre 1993 et 1998, ses colocataires remarquant plus tard qu'il trouvait son comportement rebutant et inutilement difficile, notant qu'il n'aimait tout particulièrement pas son isolement total, presque agressif, restant à l'écart à un point tel qu'il ignorait souvent les simples bonjours et au revoir. En 1996, Atta a signé son testament à la mosquée Al-Quds, la même qu'il fréquentait pendant tout son séjour en Allemagne, déclarant sa foi musulmane et donnant 18 instructions concernant son enterrement. Ces instructions reflétaient celles des rites funéraires sunnites ainsi que celles du salafisme, y compris la demande aux gens de ne pas montrer d'émotion pendant la cérémonie. Au fil des années, Atta s'est lié d'amitié avec d'autres habitués de la mosquée et a même commencé à donner des cours à la fois à Al-Quds et dans une autre mosquée turque près du quartier de Hambourg. En plus de cela, il a créé et dirigé un groupe de prière où il a rencontré plusieurs membres d'Al-Qaïda, dont Ramzi Ben Al-Shib, un ressortissant yéménite considéré comme l'officier des communications d'Al-Qaïda et détenu par le gouvernement américain à Guantanamo Bay depuis 2006. Vers le milieu des années 1990, Atta a commencé à s'absenter fréquemment de l'école.
Il aurait dit à son directeur de thèse qu'il partait en Syrie pour travailler sur sa thèse. Le travail porterait spécifiquement sur la ville d'Alep et il a étudié l'histoire du paysage urbain en lien avec le conflit entre la civilisation arabe et la civilisation moderne. Il critiquait surtout comment les gratte-ciel et projets modernes nuisaient aux communautés, perturbant et bloquant les rues, modifiant la ligne d'horizon. Il a aussi passé plusieurs mois loin de son travail à Hambourg en 1995, disant à ses employeurs qu'il partait en pèlerinage à la Mecque. Comme ses amis au Caire le connaissaient, ses collègues au travail ont rapporté qu'il ne semblait pas très impliqué politiquement, rappelant qu'il condamnait régulièrement les attentats terroristes contre les touristes en Égypte. Ils ont aussi remarqué qu'il n'aimait pas l'influence occidentale. Étudiant en architecture, il était connu pour avoir critiqué la popularité croissante des gratte-ciel dans les villes arabes. Il a décrit le nouvel appartement de sa famille à Gizeh comme un symbole miteux des tentatives désordonnées de l'Égypte pour se moderniser et de son adoption éhontée de l'Occident. Les pères d'Atta ont rapporté qu'à son retour à l'université, il arborait une grande barbe touffue avec la lèvre supérieure rasée, un style souvent adopté par les fondamentalistes convaincus. Ils ont aussi remarqué qu'il était bien plus sérieux. Volker Hort, un des plus proches amis d'Atta en Allemagne, avait quitté l'école en 1995 et perdu contact avec l'Égyptien. Il se rappelait pouvoir rire des blagues sur les dictateurs arabes quand il les connaissait, mais une jeune femme ayant rencontré Atta après son retour en Allemagne a affirmé ne pas l'avoir vu sourire. D'autres ont rapporté qu'Atta était de revenu à l'école avec des opinions très tranchées sur des sujets comme la guerre du Golfe et les accords d'Oslo, liés au processus de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Il en voulait aussi au gouvernement égyptien pour la répression des frères musulmans et à la classe supérieure de son pays, qu'il jugeait accaparer le pouvoir. Il était fasciné par l'écart de richesse, constatant le contraste entre une minorité riche et la majorité survivant à peine. De plus, Atta était antisémite, accusant les Juifs de nombreux malheurs du monde, et croyait même que Monica Lewinsky, surtout connue pour sa liaison avec le président américain Bill Clinton dans les années 1990 alors qu'elle n'avait que 22 ans, était une agente juive qui avait influencé la décision de Clinton de ne pas aider la Palestine pendant le conflit en cours avec Israël. Ahmed Khalifa, son meilleur ami au Caire, a croisé Atta en ville en 1999. Il se rappelait qu'Atta était déprimé et amer de n'avoir ni carrière ni famille en Égypte, disant « Il pensait avoir seulement étudié toutes ces années. Dire au revoir m'a rendu triste. » Bien qu'il ait fini ses études en Allemagne et tenté de rentrer, il n'y avait pas d'emploi au Caire, en partie car sa famille manquait de relations pour lui trouver un bon poste. En conséquence, son père voulait qu'il continue à étudier à l'étranger, tandis que sa mère pensait qu'il devait suivre ses souhaits. En 1998, Atta a perdu son droit au logement universitaire en Allemagne et a dû chercher un autre logement. Lui, avec Ramzi Ben Al-Sheib et Saïd Bahaji, ingénieur électricien, ont emménagé ensemble à Hambourg. Atta et Ben Al-Sheib travaillèrent dans un entrepôt à emballer des ordinateurs pour l'expédition. Le trio a déménagé peu de temps après dans un arrondissement de Hambourg. Les autorités allemandes estiment que c'est en 1999 qu'Atta a fait la connaissance d'un grand nombre de personnes liées au terrorisme, observant qu'il fréquentait un homme d'affaires syrien nommé Mahmoud Dakazanli, qui avait une procuration pour un compte bancaire allemand au nom d'un homme considéré comme le chef financier d'Oussama Ben Laden, bien que l'homme d'affaires ait nié tout lien de ce genre. Début 1999, il a été autorisé à créer un groupe d'étudiants islamiques à l'école où il aurait rencontré plusieurs extrémistes liés à l'attentat du 11 septembre dont Marwan al-Shehi, pilote du vol 175 de United Airlines, et Ziad Jarrah, pilote du vol 93 écrasé en Pennsylvanie. Le groupe d'Atta comptait environ 40 membres qui priaient ensemble chaque jour. La même année, Atta s'est rendu en Afghanistan puis au Pakistan en compagnie de Ben Al-Sheib, Al-Shehi, Jarrah et Bahaji. Là, ils ont été sélectionnés par le chef militaire d'Al-Qaïda, Mohammed Atef,
pour faire partie du complot de l'opération des avions. Le groupe de jeunes hommes bien éduqués connaissait la société occidentale, parlait un peu anglais et pourrait obtenir des visas. Ils auraient ensuite rencontré Ben Laden lui-même, qui leur a demandé de prêter allégeance et de participer aux missions suicides. Ils ont accepté, après quoi ils ont été envoyés parler de nouveau avec Attaf pour se familiariser avec le plan. Les enquêteurs allemands ont révélé qu'Atta avait été formé dans des camps d'Al-Qaïda en Afghanistan entre 1999 et 2000. À leur retour en Allemagne, plusieurs des hommes ont affirmé avoir perdu leur passeport, probablement pour dissimuler la preuve qu'ils étaient allés en Afghanistan, ce qui aurait pu compromettre leurs chances d'obtenir des visas américains. Après avoir obtenu leur passeport, au printemps 2000, Atta et Al-Shei ont pris l'avion pour les États-Unis. Les mois suivants, Atta repart en Europe, puis revient aux États-Unis en juin, arrivant à Newark, New Jersey, avec un visa touristique de 6 mois. Quelques semaines plus tard, lui et Al-Shei ont suivi une formation de pilotage chez Huffman Aviation à Venice, Floride, et loué un logement à Nokomas. Leur propriétaire a décrit Al-Chehi comme sympathique, mais a remarqué qu'Atta était froid et distant, ne la regardant jamais dans les yeux. Les deux hommes, élèves assidus, ont payé ensemble 40 000 $ pour 4 mois de formation au pilotage. Le propriétaire de l'école, Rudy Dekers, a trouvé Atta immédiatement antipathique. Lorsqu'Atta a mentionné une fois qu'il vivait en Allemagne, Dekers a saisi cette occasion pour rafraîchir ses compétences en allemand, mais Atta aurait répondu en se détournant de lui. Ni lui ni Atta ne cherchèrent à socialiser, préférant rester ensemble, et leur mauvais comportement a failli les faire expulser de l'école. Comme cela aurait nui à leur projet terroriste, ils ont vite adouci leur comportement pour garder leur place. Le visa d'Atta a expiré le 3 décembre 2000, mais le système ne l'a pas remarqué. Il est donc resté dans le pays. Le 21 décembre, lui et Al-Shei ont reçu leur licence de pilote. La semaine suivante, ils ont chacun passé plusieurs heures sur le simulateur de Boeing 727 chez SimCenter Incorporated à l'aéroport d'Opa-locka près de Miami, totalisant alors environ 300 heures de vol. Atta et les autres ont aussi acheté des dispositifs de positionnement global dans une boutique aéronautique à Fort Lauderdale, en Floride, pour aider à la navigation des pilotes. À l'été 2000, Atta a passé une brève période en Espagne où il a rencontré Ben Al-Shei pour la dernière fois. Son vol depuis Miami passait par Zurich, en Suisse, où il a fait une escale. Il a alors retiré 1700 francs à un distributeur, puis utilisé sa carte pour acheter 2 couteaux suisses et du chocolat dans une boutique de l'aéroport. Arrivé à Madrid le 8 juillet, il a attendu plusieurs heures à l'aéroport avant de rejoindre un hôtel proche à 20h50. Il a appelé un contact pour Bin Al-Sheib cette nuit-là et 2 fois le lendemain matin. Plus tard dans la matinée, il a loué une voiture et est allé chercher Bin Al-Sheib à l'aéroport. On sait qu'ils ont passé une nuit à Cambril, mais leur déplacement ultérieur reste flou faute de vidéosurveillance, de reçus de cartes bancaires ou d'autres preuves similaires. On pense qu'à cette période, il résidait dans une planque fournie par d'autres membres d'Al-Qaïda. Lors des réunions en Espagne, Ben Al-Sheib a transmis des instructions de Ben Laden, qui demandait que l'opération soit menée le plus rapidement possible. Atta aurait dit que les pirates de l'air étaient arrivés aux États-Unis, mais qu'ils avaient encore besoin de semaines pour se préparer. Les pirates de l'air étaient répartis en 4 équipes, chacune menée par un pilote chargé de diriger l'avion vers sa cible, tandis que 3 ou 4 membres devaient la contrôler équipage, pilote et passagers. Chaque équipe s'est vue attribuer une cible différente à attaquer. Lors de ces réunions, ils ont déterminé quelle cible devait être frappée. Frapper une centrale électrique a été envisagé puis abandonné, tandis que Ben Laden, via Ben Al-Sheib, a proposé d'attaquer le Capitole, le Pentagone et le World Trade Center, qu'il voyait comme des symboles américains. Il a ajouté que si les pirates de l'air ratèrent leur cible, ils devaient écraser leurs avions. Atta a été désigné comme le chef de file des 4 groupes. Atta était retourné aux États-Unis le 19 juillet 2001
et dans les semaines suivantes, il a passé du temps à déposer et à récupérer divers membres d'Al-Qaïda impliqués dans le plan, ainsi qu'à voyager dans plusieurs autres villes américaines, dont Las Vegas et Wayne dans le New Jersey, lors de vols de surveillance où il a recueilli les derniers détails et répété la manière dont l'attentat terroriste serait mené. Il rencontrait également régulièrement Nawaf al-Hazmi, qui faisait partie de l'équipage de pirates de l'air du vol 77 d'American Airlines, pour le tenir informé de leur progrès. Le 23 août, le permis d'Atta a été révoqué par contumace après son absence au tribunal pour une infraction routière où il conduisait sans permis. À cette époque, Atta et les autres hommes errament de ville en ville aux États-Unis, logeant brièvement dans des logements bon marché avant de partir. Ils se sont tellement repliés sur eux-mêmes pour éviter d'être attrapés qu'ils ont même cessé de fréquenter la mosquée. Notamment, ce même jour, le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, l'a inscrit parmi 19 résidents américains soupçonnés de préparer une attaque imminente contre les États-Unis. La liste avait été donnée à la CIA et seuls 4 noms, tous liés aux attentats du 11 septembre, ont été rendus publics. On ne sait pas si les 19 noms figurant sur la liste correspondent directement aux 19 hommes qui seront finalement identifiés comme étant à l'origine du complot du 11 septembre. Le matin du 11 septembre, Atta et l'un de ses complices, Abdulaziz Al-Omari, sont arrivés à l'aéroport international de Portland, dans le Maine, après être venus de l'État du Massachusetts la veille. Avant que le duo n'embarque sur un vol de retour vers Boston, Atta a été sélectionné par le système informatisé de présélection des passagers pour que ses bagages soient contrôlés à la recherche d'explosifs. Atta lui-même n'a pas subi de contrôle supplémentaire. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au terminal B pour leur vol, on leur a annoncé qu'un contrôle de sécurité supplémentaire aurait lieu à leur arrivée à Boston, ce qui a mis Atta en colère. L'employé de l'aéroport, Mike Touahi, inquiet de son éclat, ne l'a pas signalé par peur d'être accusé de profilage racial envers le trentenaire. Après avoir atterri à Boston, Atta a reçu un appel d'Al-Shei confirmant que tout était prêt pour lancer les attaques. Atta s'est enregistré pour le vol 11 d'American Airlines à destination de Los Angeles, a passé la sécurité et est monté à bord. L'avion a quitté Boston avec 81 passagers et 11 membres d'équipage. À 8h14, soit 15 minutes après le départ, le détournement a débuté. L'arrêt des communications des pilotes avec le contrôle aérien a d'abord inquiété ceux au sol. Puis l'avion a commencé à dévier de sa trajectoire prévue et à 8h21, son transpondeur, qui permettait au contrôle aérien de le localiser, a été éteint. Fait intéressant, les pilotes du vol 175 de United Airlines détourné peu après par Al-Shei ont remarqué une transmission suspecte en quittant la piste au même moment que le vol 11. Ils avaient entendu « Tout le monde, restez à vos places ». Cette transmission n'a jamais été entendue par le contrôle aérien, mais il est probable qu'Atta parlait en entrant dans le cockpit. Betty Hong, hôtesse de l'air, a appelé le centre des opérations d'American Airlines avec sa carte téléphonique pour signaler le détournement et l'impossibilité de joindre ou d'entrer dans le cockpit. Elle et une autre hôtesse de l'air, Madeleine Amy Sweeney, ont pu donner au centre les numéros de siège des pirates de l'air. À 8h24, Atta a dit au contrôle aérien « Il avait voulu informer passagers et équipage via la sonorisation, mais s'est trompé de bouton et a alerté le contrôle aérien du détournement. Il a ensuite déclaré Il a ensuite dirigé l'avion vers le sud en direction de New York. À 8h33, il a transmis « Hansibila en sens elika onkon ashamekanen ». Ceci fut le dernier message du vol 11
12 minutes plus tard, à 8h46, le vol 11 est entré en collision avec la tour nord du World Trade Center à New York, entre les étages 93 et 99. Atta et tous les autres à bord sont morts à l'impact, tandis que des centaines de civils dans le bâtiment sont décédés sur le coup. Plus de 800 survivants sont restés bloqués aux étages supérieurs car la collision avait coupé les voies d'évacuation dès le 92e étage et déclenché un incendie. Aucun de ces individus n'a pu sortir vivant avant que la tour ne s'effondre. 102 minutes plus tard, à 10h28, certains s'étant jetés du bâtiment plutôt que d'affronter les flammes. Le vol 175 de United Airlines, piloté par El Chey, 23 ans avec 56 passagers et 9 membres d'équipage, a percuté la tour sud à 9h03. Le vol 77 d'American Airlines, parti de Dulles près de Washington, district de Columbia pour Los Angeles, avec 58 passagers et 6 membres d'équipage, a percuté le côté sud-ouest du Pentagone à 9h37, déclenchant un incendie. 22 minutes plus tard, la tour sud s'est effondrée à New York. Ce matin-là, à 8h42, le vol 93 de United Airlines a quitté Newark pour San Francisco avec 37 passagers et 7 membres d'équipage. Cependant, en raison d'un retard au départ de l'avion, ainsi que d'un contretemps dans le début du détournement, lorsque l'assaut a commencé, les passagers et les membres d'équipage avaient déjà appris l'attaque contre les tours jumelles et ont décidé de riposter afin de reprendre le contrôle de l'appareil. Zia Jarrah, pilote pirate de l'air, n'a pas pu atteindre le Capitole à cause de la lutte et a finalement écrasé l'avion dans un champ à Stony Creek Township, près d'Indian Lake et Shanksville, en Pennsylvanie, à 10h03. L'impact résultant de ces attaques a été dévastateur, en particulier celui des tours jumelles à New York. Des civils ont fui en panique face à la fumée et aux débris des attaques. De nombreux bâtiments proches ont été gravement endommagés, certains se sont effondrés. Les incendies sur le site ont continué de couver pendant plus de 3 mois. Près de 3000 personnes sont mortes à la suite du complot du 11 septembre, la grande majorité des décès ayant eu lieu à New York, où environ 2750 victimes ont été recensées, dont environ 400 policiers et pompiers intervenus sur les lieux. 184 personnes supplémentaires ont péri au Pentagone et 40 en Pennsylvanie. Des milliers d'autres ont été blessés, tandis que les 19 assaillants d'Al-Qaïda sont morts lors de ces attaques suicides. Des centaines de milliers ont assisté en direct à l'effondrement des tours et documenté la dévastation à New York, tandis que des millions voyaient ces horreurs à la télévision. L'aviation commerciale a été suspendue plusieurs jours aux États-Unis, bloquant de nombreux voyageurs. Le service n'a repris que le 13 septembre avec des mesures de sécurité renforcées. En plus du renforcement des procédures de contrôle dans les aéroports, elles ont également été améliorées dans les grands lieux, les stades sportifs et les bâtiments gouvernementaux. Le Congrès a adopté le Patriot Act en 2000, en élargissant les pouvoirs de perquisition et de surveillance du FBI et d'autres agences. Le département de la sécurité intérieure a été créé après la loi sur la sécurité intérieure de 2002. Al-Qaïda est si vite devenu un nom familier, non seulement en Amérique, mais aussi dans de nombreux autres pays. Ce groupe terroriste, auparavant inconnu, est devenu célèbre pour ses attentats et une cible majeure du gouvernement américain, qui a lancé une campagne mondiale contre le terrorisme avec l'invasion de l'Afghanistan le 7 octobre 2001. En quelques mois, des milliers de militants ont été tués ou capturés et les dirigeants du groupe forcés de se cacher. Bien qu'Al-Qaïda ait semé chaos et destruction, le 11 septembre a aussi eu des conséquences similaires pour eux, leur faisant perdre leur principal quartier général en Afghanistan. Les dirigeants d'Al-Qaïda n'avaient pas prévu l'invasion américaine et n'ont pas su se préparer aux représailles. Fait notable, les bagages de Mohamed Atta n'ont pas été embarqués sur le vol 11 et ont été retrouvés à l'aéroport Logan de Boston. Ces bagages comprenant des uniformes d'équipage, des manuels de vol, son testament en arabe et une liste d'instructions nommée « La dernière nuit ».
Elle précisait les tâches prévues la veille du 11 septembre, le trajet pour embarquer à Boston et le délai entre l'embarquement et l'attaque suicide. Quand le père d'Atta a appris l'implication de son fils de 33 ans dans l'attentat, il a nié vigoureusement, accusant le Mossad et le gouvernement américain de l'avoir piégé. Il a décrit son fils comme calme, timide et dévoué à ses études, sans implication politique. Il a ajouté « Il est modéré dans sa pratique de la foi, comme moi et sa mère ». À un moment donné, il a affirmé avoir parlé avec Atta au téléphone le 12 septembre et que son fils lui avait dit qu'il était en vie mais qu'il se cachait, craignant pour sa vie. Il a affirmé que les chrétiens américains étaient responsables du 11 septembre. Quelques semaines plus tard, le 24 septembre, il a déclaré à un intervieweur « Mon fils est parti. Il est maintenant avec Dieu. Le Mossad l'a tué. » Plus tard, il a qualifié les États-Unis de racine du terrorisme et a accusé Israël d'être responsable du 11 septembre. Il semble qu'en 2021, certains membres de la famille soient encore dans le déni. La mère d'Atta, interviewée par un média espagnol cette année-là, a nié l'implication de son fils dans le complot terroriste et affirmé qu'elle pensait qu'il était en Afghanistan. Mais son père n'était pas le seul dans le déni. Ses rares amis en Égypte ont également été choqués d'apprendre qu'Atta avait participé à l'attaque, un ancien camarade de classe déclarant « piloter un avion ». Quelle blague. Mohamed avait à peine la capacité de faire du vélo. Un autre, l'ayant connu à l'université, a ajouté « Il venait d'un milieu moyen. Mohamed n'aurait jamais pu faire ça. » Cependant, Ala Mustafa, spécialiste des groupes militants au centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques au Caire, souligne que l'instruction et les voyages n'empêchent pas de rejoindre une organisation militante. Les terroristes ne sont pas forcément illettrés ou primitifs. Au fil des années, plusieurs experts ont tenté de cerner Mohamed Atta et de discerner les véritables motivations derrière ses actes. Gérald Post, un psychiatre qui a travaillé pour la CIA, a suggéré que les 19 hommes impliqués suivaient simplement les ordres des dirigeants d'Al-Qaïda, mais qu'ils croyaient que tout ce qu'on leur demandait était la bonne chose à faire pour faire avancer leur cause. Le politologue Robert Pape estime que Mohamed Atta était motivé par son engagement pour la cause. Il a noté que l'homme de 33 ans paraissait psychologiquement normal et ne pouvait pas être qualifié de dépressif, incapable de profiter de la vie ou détaché de ses amis et de la société. Le professeur de justice pénale Adam Langford n'est pas d'accord, notant que Mohamed Atta était dépressif, isolé et suicidaire. Il pensait souffrir de sentiments refoulés de colère, honte, culpabilité et désespoir, fréquents chez ceux qui se suicident ou commettent un meurtre-suicide. Langford a proposé que le système de croyance d'Atta n'ait affecté que son choix de méthode et de cible, mais n'ait pas influencé sa mort elle-même. Langford conteste aussi la conclusion de Post sur leur obéissance aveugle aux ordres. Il a souligné qu'Atta n'était pas d'accord avec Ben Laden sur 2 points. Ben Laden voulait attaquer la Maison-Blanche, mais Atta préférait viser le Capitole. Ben Laden voulait des attaques en juillet, mais Atta préférait attendre plusieurs mois. Langford a déclaré « Cela suggère qu'Atta avait son propre agenda. Comme beaucoup auteurs de meurtres-suicides, il voulait tuer et mourir, mais selon son propre calendrier. » Il pense que le déclic pour Atta a été son envie de rentrer et de s'installer en Égypte. Cependant, sa mère lui a dit de respecter les souhaits de son père et d'étudier en Amérique. Langford a observé qu'il s'est probablement senti rejeté une fois de plus, cette fois par la seule personne au monde à laquelle il était proche, en parlant de la mère d'Atta. Langford a examiné les 3 autres pilotes des attaques et a tiré des conclusions similaires sur eux. Il a indiqué qu'Al-Shehi peinait à surmonter la mort de son père 3 ans auparavant et que Hani Hanjour, pilote du vol 77, était très complexé, solitaire et d'une grande timidité. Langford a expliqué qu'il voulait être steward, mais son frère s'est moqué et l'a incité à devenir pilote. Bien qu'il ait obtenu sa licence, il a eu du mal à trouver du travail, ce qui l'a amené, dans sa colère, à nouer des liens avec des membres d'Al-Qaïda. Ziad Jarrah, pilote du vol 93, aurait dit être insatisfait de la vie et ne pas vouloir quitter la Terre naturellement. Il aurait été sujet à des sautes d'humeur et entretenait une relation instable avec sa petite amie qui avait déjà tenté de se suicider.
Langford a observé que commettre un meurtre de masse offrait à ces hommes une cause plus glorieuse que le suicide, et il a mentionné leur volonté de rechercher célébrité et gloire en tuant, puis d'échapper aux conséquences. Est une similitude essentielle entre certains kamikazes, tueurs de masse et auteurs de fusillades dans les écoles. Il a conclu que, bien que beaucoup de ces hommes essaient de se présenter eux-mêmes et leur mort comme noble et au service d'une cause à laquelle ils croient vraiment, parce que ces kamikazes sont souvent célébrés pour leur martyre, beaucoup cherchent en réalité une quête de signification personnelle.